Quoi de plus reconnaissable et intemporel que l'univers Star Wars? Et quoi de plus original que d'en parler sur YouTube? J'ai hésité très longtemps avant d'aborder le sujet sur cette chaîne. Je l'ai fait brièvement en évoquant le spin-off Rogue One il y a 3 ans, mais la saga, elle, représente un morceau tellement énorme que c'était pas forcément prévu. La saga comprend son lot de complexité, d'anecdotes ultra connues, de fans totalement tarés. Ah si, excusez-moi. Bref, j'ai fini par succomber au côté obscur, car je me suis dit, à quoi bon avoir une chaîne YouTube dédiée au cinéma si tu n'évoques pas Star Wars? Donc nous y voilà, je m'apprête à revenir sur les 9 films qui composent ce qu'on appelle aujourd'hui la saga Skywalker. Un mythe cinématographique qui s'étale sur plus de 40 ans, sans doute le plus culte d'entre tous, mais qui n'a pourtant pas su éviter un prévisible déclin. The auteur theory of film actually is very true if you know directors, because they are very much like their movies. And in the case of somebody who writes and directs, you know, it is my life. I mean, everything I write is my life. I'm not writing some sort of hypothetical thesis on something. I'm writing a story that I have to get extremely emotional involved in because it's going to take 2 or 3 years of my life to do it. So I can't just sort of say, oh, this will be fun and knock it off in a week. This is like a marriage. This goes on. You have to be in love with this thing for at least 4 or 5 years and probably for the rest of your life. C'est devant sa série préférée, Flash Gordon, que le jeune George a une révélation. Une irrésistible envie de créer, de raconter des histoires. Bien plus tard, il tente dans un premier temps d'adapter cette série sur grand écran, mais ça s'avère trop complexe, donc il finit par développer son propre univers de science-fiction. Il couche sur plusieurs feuilles de papier les péripéties d'un chevalier Jedi nommé Mace Windu et de son disciple, le padawan Torp. Voilà ce qui constitue la genèse de l'univers Star Wars. Après des études dans le domaine du cinéma, où il réalise pas moins de 9 courts-métrages, George Lucas met en scène 2 films, THX 1138 en 1971 et American Graffiti en 1972. Ce dernier est un beau succès commercial et ça lui donne enfin l'opportunité de fructifier sa vision et de mettre en place le projet Star Wars. Mais ses ambitions sont trop grandes pour ce que la technologie a à offrir et aussi pour le compte en banque de la 20th Century Fox qui n'injecte que 11 millions de dollars dans le projet. Lucas n'est pas satisfait de tout ce qui entoure la production du film, les costumes, les décors, les effets visuels. Il a également du mal à faire comprendre sa vision. Durant le tournage, l'équipe ne comprend pas ce qu'elle est en train de tourner et trouve ça relativement ridicule. Les comédiens également n'arrivent pas à se projeter, trouvent les dialogues mauvais et l'univers enfantin. There's a princess with hair and weird buns on the side and a giant in a monkey suit or something. I mean, it was weird. It was very, very weird. En plus de ça, George Lucas n'est pas des plus ouverts. Très timide, en retrait, il a du mal à diriger ses acteurs. Manque de clarté. George would say, do it some more. Do it again. Faster. And better. Faster and better. Or don't do that anymore, that's crazy. Mais il a une vision que personne n'est en mesure de comprendre, mais qu'il n'abandonne pas, et qu'il compte bien présenter au monde, coûte que coûte. Je m'attarde pas plus sur la genèse du projet. Elle est connue, et en plus elle est disponible sur le documentaire L'Empire des Rêves, sorti en 2004, et disponible sur Disney+, un doc que je vous conseille d'aller voir juste après cette vidéo parce que c'est passionnant. Il est temps maintenant d'entrer dans le vif du sujet, la guerre des étoiles, qu'on appellera plus tard, épisode 4, un nouvel espoir. Star Wars, a billion years in the making. And it's coming to your galaxy this summer. Étrangement, le premier Star Wars n'est pas le plus intéressant à aborder, car il utilise un schéma d'une simplicité déconcertante, même si c'est cette simplicité qui va en faire sa force. Parce que Star Wars s'inscrit dans la mythologie classique. J'ai pas envie de vous sortir la carte du monomythe de Joseph Campbell, mais en même temps, ça reste l'inspiration principale de Lucas pour son récit. Une jeune personne dont la vie tranquille va être chamboulée par des événements cruciaux dont il va prendre part, affrontant les challenges sur sa route pour mieux se reconstruire et devenir un héros. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus commun, comme une vidéo Star Wars en 2023, tu me diras. Mais de ce fait, le contraste entre cette histoire basique et l'univers ultra complexe dans laquelle elle évolue, c'est ce qui offre à Star Wars toute sa richesse. L'univers est vaste, quasi infini. Il grouille de mondes en tout genre, tous avec leurs spécificités, d'un bestiaire incroyable, de petits et grands vaisseaux, de différentes langues, de robots, de monstres. C'est sans limite. Et dans cette infinité de choses, Lucas y insère un contexte politique, une dictature à renverser, des rebelles prêts à tout pour y arriver, et des figures d'autorité. Les Jedi et les Sith, le côté lumineux et le côté obscur. Ces deux doctrines ont beaucoup de points communs, mais ne sont séparées que par le choix.
On le verra bien plus tard, mais la vie de Luke est similaire à celle d'Anakin. Pourtant, leurs trajectoires iront à l'opposé l'une de l'autre. Le choix est pour moi ce qui constitue le cœur de ce premier film. Il permet de mettre en place les personnages, de développer leur archétype. Luke fait le choix de ne pas quitter sa famille, mais s'y voit contraint. Il fait le choix de suivre sa destinée, son désir d'aventure, de croire en la force et de sauver la galaxie. Tout comme Leia, qui fait le choix de ne pas révéler ce qu'elle sait, quitte à faire des sacrifices. On a deux héros bien définis qui sont contrastés par un anti-héros. Contrebandier, seulement intéressé par l'argent, qui fait le choix de tirer en premier, de quitter le conflit au pire des moments, avant d'y retourner, devenant par la force des choses le troisième héros de cette histoire. Vador, lui, est le seul maître à bord dans l'épisode 4. Il fait le choix de traquer et d'éliminer toute résistance, allant jusqu'à détruire une planète entière. Ces choix le définissent comme l'entité démoniaque ultime, tout le contraire d'Obi-Wan Kenobi, qui fera le choix de se sacrifier afin de laisser son disciple tracer son propre chemin. Avec tout ça, on est en mesure d'identifier clairement les personnages et leurs limites, qui sont les plus courageux, les plus orgueilleux, les plus impitoyables, les plus sages. Dans l'épisode 5, vous verrez que le récit ne se construira pas sur le choix des personnages, mais à l'inverse sur le bon vouloir des événements. Ils en seront dépourvus. La mise en scène est aussi à l'image du récit, simple mais bougrement efficace. Elle se présente dans une linéarité impeccable. Chaque moment coïncide avec le précédent, ce qui peut amener un rythme inégal. On sait que Lucas n'est pas des plus vifs, mais ça permet au film d'avoir une structure solide. Des plans qui prennent le temps de nous faire découvrir l'univers, que l'on doit d'ailleurs à l'incroyable artiste Ralph McQuarrie, à l'origine des designs de cet univers, des vaisseaux aux environnements, en passant par les personnages. Sans McQuarrie, pas de Vador tel qu'on le connaît par exemple. Mais pour en revenir à la mise en scène, le climax est l'exemple parfait de la maîtrise du film et du talent de son metteur en scène. Avec un budget ridicule et des impératifs à n'en pas finir, Lucas et son équipe parviennent à offrir un vrai morceau de bravoure. On se demande comment cette scène peut être encore crédible aujourd'hui avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. C'est tout simplement prodigieux. Alors oui, la scène en question sera remaniée en 1997 lors de la sortie de l'édition spéciale du film, ce qui lui permet de gagner en rythme et corrige certains défauts d'image. Mais enfin, pour avoir vu la version originale de 77, je peux vous dire que la séquence reste prodigieuse. Parlons-en d'ailleurs de cette fameuse édition spéciale, qui constitue un véritable sacrilège pour tout fan de Star Wars. Personnellement, je trouve que c'est à géométrie variable. La bataille de Yavin gagne en intensité. Développer la grandeur de la Cité des Nuages dans l'épisode 5, c'est top. Mettre Ian McDiarmid à la place de ce truc là, changer la musique à la fin de l'épisode 6 et retirer les sourcils de Dominic Vador, tout ça c'est bien. Mais le principal problème reste les images de synthèse ajoutées aux différents films qui rendent la trilogie complètement anachronique, en plus de lui enlever beaucoup de son charme. Parce que ça là, c'était pas possible en 77, donc ça n'a rien à faire là. C'est comme si on remplaçait le Godzilla de 1954 par celui de 2014. Ça casserait complètement la dynamique du film. Et c'est pareil ici. Je veux dire, là la dynamique, elle est cassée. Maintenant le vrai souci, c'est pas tant les modifications des versions originales, c'est l'indisponibilité de ces versions. Aujourd'hui, la seule façon légale de voir ces versions, c'est de se procurer ce DVD sorti en 2006, où l'édition originale de 77 se trouve dans les bonus et dans une version laserdisc complètement dégueulasse. Lucas était complètement fermé à l'idée. Lui préfère mettre à disposition des versions où les nouveaux CGI vieillissent plus mal que les anciens effets pratiques. Mais bref, Star Wars est d'une magnifique originalité, et pourtant le paradoxe veut que cet univers soit le fruit d'une multitude de références. La culture japonaise, et plus particulièrement les samouraïs, sont à l'origine du mythe des Jedi et des Sith, mais aussi de leur apparence. La Seconde Guerre mondiale va inspirer la trame politique, et ces images de combats aériens vont permettre de rythmer la bataille de l'épisode 4. La légende arthurienne va inspirer le destin des personnages. Ça pioche également dans des films comme Metropolis de Fritz Lang, La forteresse cachée d'Akira Kurosawa, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, mais aussi l'univers de Robin des Bois, tout le lore de Tolkien, Dune, le cycle de Mars pour le bestiaire notamment, et Valérian et Laureline, où là c'est parfois même un peu trop gros. Mais c'est l'essence même du cinéma, rien n'y est créé. Tout est repris, remodelé et sublimé. Star Wars est le résultat d'un esprit créatif brillant, mais aussi d'autres créations qui le sont tout autant. Le film sort en salle le 25 mai 1977, et il est inutile de préciser quel succès ce fut. 530 millions de dollars dans le monde pour un budget de 11 millions. En 1977, c'est tout simplement ahurissant. Seul Les Dents de la Mer a fait autant. George Lucas est complètement dépassé par ce succès qu'il n'attendait pas du tout. Personne ne l'attendait. Mais ce triomphe inattendu va lui offrir le plus beau des cadeaux, la liberté créative. En effet, Lucas a toujours eu en horreur le système hollywoodien, où ce sont les majors qui ont le dernier mot sur un film. Il a encore de travers le fait qu'Universal ait charcuté son dernier film, American Graffiti. Mais avec la Fox, il va tenter un coup de poker incroyable. Il réduit considérablement son cachet et demande en échange une liberté créative et les droits sur les produits dérivés. Le studio accepte car le principe du produit dérivé n'est pas des plus répandus à cette époque. Si ça se plante, il aura pu aller au bout de son film. Et c'est d'ailleurs pour ça que Un Nouvel Espoir est construit comme un film à part entière, pas comme le premier opus d'une saga. Mais malgré tout, si ça marche, il pourra développer la trilogie
trilogie qu'il a en tête en partant de cette base. Ça va pas rater puisque grâce au phénomène qu'engendre le film, les produits dérivés vont se vendre comme des petits pains, à tel point que grâce aux bénéfices engrangés, il coiffe la Fox au poteau et décide de produire le 5e opus en toute indépendance via une toute nouvelle structure qu'il vient de créer, Lucasfilm. La boîte de production connaîtra un succès phénoménal, même en dehors de Star Wars, et George Lucas deviendra ce qu'il a toujours tenté de combattre. What I was trying to do is stay independent so I could make the movies I wanted to make. But at the same time, I was sort of fighting the corporate system, which I didn't like, and I'm not happy with the fact that corporations have taken over the film industry. But now I found myself being the head of a corporation. So there's a certain irony there, is that I have become the very thing that I was trying to avoid, which is basically what part of Star Wars is about. L'Empire contre-attaque double la mise. Plus d'argent, plus de moyens, et des effets visuels encore plus réussis. En tête, le personnage de Yoda, un Jedi de 900 ans et de 75 cm de hauteur, qu'il ne faut surtout pas rater sous peine de voir s'écrouler tout le film. Stuart Freeborn lui offrira un visage, Frank Oz lui donnera vie et le résultat est encore bluffant aujourd'hui. Il ouvrira également la voie à des films comme E.T. par exemple, ou à des artistes comme Stan Winston. On sent la difficulté du mouvement par moment, mais le visage, lui, ses expressions, sa voix, c'est un sans faute. Et Yoda devient dès sa première apparition un des personnages favoris de la licence, offrant à l'Empire contre-attaque toute une séquence sur le superbe décor de la planète Dagobah, où la portée philosophique du personnage va élever le film vers un tout autre niveau et en faire pour beaucoup le meilleur de la saga. Le matte painting est aussi à l'œuvre sur ce second opus et permet de donner vie aux arrière-plans, leur offrant des détails et une profondeur ultra réalistes. On est sur du vrai travail d'artisan encore une fois. Tout ce beau monde grouille d'idées génialissimes pour donner vie à cet univers. Par exemple, les astéroïdes dans la fameuse scène avec le Faucon Millennium, ce sont des pommes de terre. Et le monstre dans lequel Han et Leia se réfugient par erreur est en fait un gant de cuisine customisé. C'est génial! D'ailleurs, cette scène, une des meilleures du film, est encore une inspiration de la mythologie classique. Elle s'inspire du mythe de Jonas, qui se réfugie dans le ventre d'une baleine. Une scène fabuleusement maîtrisée par le nouveau maître à bord, Irving Kershner. George Lucas étant désormais son propre studio, il ne se voit pas diriger Lucasfilm et le tournage en même temps, et décide d'engager son ancien professeur comme réalisateur. Et ma foi, c'est plutôt une bonne idée, puisque Kershner injecte un nouveau souffle à cette suite, offre plus de profondeur au personnage et de la noirceur au récit. Je veux dire, dès la première demi-heure, ça coupe des bras, ça écrase des mecs, ça vide des entrailles, y a des cicatrices, du sang, de l'inceste, ça rigole plus du tout. Tout est dans le titre, et c'est la suite logique. La victoire écrasante de l'Alliance rebelle va contraster avec la contre-attaque de l'Empire au début du film. L'ascension de Luke dans Un Nouvel Espoir, amenée inévitablement à sa chute dans l'Empire contre-attaque. Les enjeux sont tout autres ici. Il ne s'agit plus de gagner, mais de tenir bon. Les personnages ne sont plus guidés par leur choix, mais par la fatalité des événements. Tout est une affaire de faux semblants dans cet épisode 5. Un lieu sûr ne l'est pas forcément. Les puissants maîtres Jedi n'en ont pas l'air. Les amis se trahissent entre eux. Et la famille s'avère finalement décevante. Mais les personnages sortent grandis de tous ces coups de bluff. Lando, qui jouait dans les deux camps, sait désormais qu'il est un rebelle. Han et Leia prennent conscience de leur amour. Luke ne se fie plus aux apparences quand il comprend que le plus puissant des Jedi est un Muppet, et que son géniteur est le plus grand taré de l'univers. Cette faute envers moi était la dernière. A l'inverse de Lucas et ses dialogues parfois très théâtraux, Kershner va chercher la simplicité, le naturel. Dans cette scène par exemple, il laisse le soin à Harrison Ford d'improviser, et ça donne un superbe moment authentique, en phase avec le personnage. Je t'aime. Je sais. La mise en scène, elle reste toujours aussi efficace, gagne même en intensité, notamment en séparant les personnages et donc en décuplant les péripéties. Chaque séquence va alors être découpée de manière à ce que l'intérêt du spectateur soit conservé. Le film met en place une séquence et coupe au moment le plus haletant afin de passer à une autre séquence et adopter ce procédé jusqu'à la fin de l'histoire. Une manière habile de garder un rythme soutenu tout en prenant le temps de développer correctement chaque séquence. Un autre élément qui permet au film de gagner en intensité, c'est la musique de John Williams. Une sonorité tellement iconique qu'elle est difficile à aborder sans entrer dans des formalités du genre « c'est la plus belle composition de l'histoire du cinéma »,« John Williams c'est le meilleur », même si au final, bah c'est pas faux. Ce que je peux dire, c'est que Williams a toujours eu cette force d'offrir une identité aux différents univers sur lesquels il a travaillé, grâce à de simples notes qu'il va répéter via différentes variations, et donc raconter quelque chose à chaque fois, en fonction du thème, mais aussi en fonction de la manière dont le thème est joué. La musicalité est la même,
mais ce qu'elle raconte est complètement différent. Pareil pour le thème de la Force dans l'épisode 4, tout en sobriété quand Luke n'est encore qu'un spectateur de l'histoire, qui rêve de partir vers l'horizon en quête d'aventure, et avec plus de cœur quand il atteint son objectif et devient le héros de cette même histoire. John Williams ne fait pas qu'habiller la saga de ses mélodies, il est partie prenante du récit, raconte quelque chose à travers ses compositions, en plus d'offrir un souffle épique à l'univers de George Lucas. Bref, un artiste hors pair. L'Empire contre-attaque sort en salle le 18 juin 1981 et sera de nouveau un énorme carton. Plus de 400 millions de dollars dans le monde et des millions de gens qui savent désormais que Dark Vador est le père de Luke Skywalker et qui n'attendent qu'une chose, connaître le dénouement de cette histoire. La revanche, le retour du Jedi signe la fin de la première trilogie Star Wars. George Lucas n'est toujours pas décidé à réaliser le film. Il veut embaucher son copain Steven Spielberg, mais des problèmes juridiques l'en empêchent, et il se tourne finalement vers Richard Marquand, à qui l'on doit... pas grand chose en fait. C'est donc une chance rêvée pour lui, et pour George Lucas qui va pouvoir user de son influence sur le jeune réalisateur et l'amener à suivre sa vision. Il ne veut pas reproduire le schéma de l'Empire contre-attaque, où Irving Kershner n'en faisait qu'à sa tête, pour notre plus grand plaisir. Fini donc la vision trop sombre du 5e opus, avec lequel Lucas n'était pas en phase. L'épisode 6 prend un tout autre virage, et flotte sur un petit nuage de légèreté. Enfin, sans compter le cannibalisme des ours en peluche, et l'esclavage sexuel orchestré par une grosse larve gluante. Parlons-en d'ailleurs de cette première demi-heure, qui comme dans les précédents opus, a cette force d'ouvrir le film avec une longue séquence d'action où l'on prend plaisir à retrouver nos personnages favoris. Ici on y découvre l'antre de Jabba le Forestier, qui a emprisonné Yann Solo et Chic Taba, les fidèles commandants du Millennium Condor, mais c'était sans compter bien sûr l'aide de Z6PO, D2R2 et Leia. Non, elle ça bouge pas en VF. On y retrouve également un Luke qui est enfin devenu un Jedi, mais qui est, ma foi, très arrogant. Vous pouvez en tirer avantage, ou bien être détruit. C'est à vous de choisir, mais je vous conseille de ne pas sous-estimer mes pouvoirs. Bref, une première demi-heure bourrée d'action où un fabuleux bestiaire défile sous nos yeux. Parce que oui, dans le retour du Jedi, on va en bouffer des bestioles. Et on va surtout bouffer de l'Ewok. Ah, les Ewoks. Ah, c'est vrai qu'ils sont mignons. Ce sont des personnages attachants. Un peuple assez cool qui ne dénote pas dans cet univers haut en couleur. Leur présence sur le papier ne pose aucun problème. Le vrai problème, c'est d'en faire ceux qui vont résoudre le conflit entre la rébellion et l'Empire. Et qui plus est dans le climax final de l'ultime épisode. On assiste donc à une parodie où les Stormtroopers étaient déjà pas super pris au sérieux, mais là sont carrément ridiculisés. Si ce sont eux les instruments d'une tyrannie qui fait trembler toute la galaxie, c'est pas très impressionnant. Et visiblement il suffisait de leur balancer des cailloux pour tout arrêter. C'est là le vrai problème de l'utilisation des Ewoks. Leur action décrédibilise un combat censé être terrible sur le papier. Mais bon, des ours en peluche qui gagnent la guerre contre l'Empire, ça fait vendre. Alors oui, bien sûr, c'est un point faible important, mais ça n'enlève en rien le plaisir que procure ce 6e opus, qui est toujours affublé de superbes effets techniques. La bataille finale est incroyablement prenante, et s'assume vraiment comme un moment purement jubilatoire où ça tire dans tous les sens. Les personnages, eux, sont toujours aussi attachants et intéressants. Yoda, Luke, l'empereur Palpatine que l'on découvre enfin, et sans oublier notre cher Dark Vador. Parce que c'est là où se joue le véritable enjeu du film, le sens de la famille, le combat intérieur du bien contre le mal, la recherche du père. L'épisode 6 est le film de la trilogie originale qui développe le mieux ce personnage complexe qu'est Dark Vador. On sent tout le conflit qu'il habite, dans certains gestes, certains mots, et la façon de les prononcer. Il est trop tard pour moi, mon fils. Lui retirer le masque a suscité beaucoup de débats. Était-il judicieux de démystifier un personnage aussi sombre et iconique? Personnellement, je trouve que oui. Lui faire tomber le masque est la fin logique. Luke est à la recherche d'une figure paternelle depuis le premier film. Vador, lui, est à la recherche d'une identité. Luke, en retrouvant son père, en le ramenant à la raison, va le libérer. Retirer le masque, c'est libérer Anakin. Et avec son visage découvert, il est désormais lui-même. On le verra avec la prélogie, mais c'est un personnage qui n'a jamais vraiment été libre. Esclave durant l'enfance, aux ordres du Conseil Jedi à son adolescence, endoctriné par le mal absolu qui lui empoisonnera l'esprit durant le reste de sa vie. Il lui faudra attendre la bonté d'un fils pour enfin être libéré par la mort, mais surtout par l'amour. Je ne vous laisserai pas ici, il faut que je vous sauve. Mais tu l'as déjà fait. Bref, faire de l'entité démoniaque ultime un personnage complexe, un homme brisé, qui réussira à trouver la rédemption, c'est couillu, et c'est surtout très fort. Ça souligne l'intelligence de George Lucas quand il s'agit de faire évoluer ses personnages. Je vais me répéter encore, mais oui, le retour du Jedi sera un énorme succès. Le plus gros de l'année 1983, avec plus de 475 millions de dollars de recettes dans le monde. Forcément, le dernier opus de la plus grande trilogie jamais faite ne pouvait pas ne pas se finir dans la joie et le succès. George Lucas en aura fini avec Star Wars. A day of joy we all can share together.
together joyously. A day that takes us. Do you remember making this Christmas special? I think it was 1978. No, you don't remember it? Bon, on va quand même dire que George Lucas en aura fini avec Star Wars pendant une bonne décennie, où il décidera de se consacrer à sa famille. Ça n'est qu'en 1994 qu'il décida de reprendre un stylo et de commencer à écrire ce qui sera la chute de la République, l'avènement de l'Empire et les origines d'Anakin Skywalker. Today is my first day of writing the new Star Wars series. I have beautiful, pristine yellow tablets, ready to go. Nice fresh blocks of pencils. I'm all set. All I need is an idea.